Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 h. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Vous avez depuis 5 minutes maintenant un sondage qui est disponible dans la section commentaires, le chat. Je vois que vous êtes déjà nombreux à avoir voté. Alors ce sont des sondages que je vous propose tout au long de la semaine qui concernent le lancement de notre future offre sur le marché action. Donc je vous invite à y participer. Si aucune des réponses ne vous paraît adaptée à votre profil, tout simplement ne votez pas. Alors la question du jour, pour trouver la meilleure actualité sur action française, vous utilisez habituellement quel site? Et vous avez donc là 6 sites qui vous sont proposés: Boursorama, TradingSat, Investing, Boursier, Zone Bourse, les Éco-Bourses, etc. Votez, vous utilisez peut-être de temps en temps un de ces sites. Et en fonction des résultats, nous vous proposerons probablement, à partir de la rentrée prochaine, des offres avec, pourquoi pas, par exemple, un accès gratuit à certains conseils ou à certains sites ou à certains flux d'actualité concernant les actions françaises dès lors que vous détiendrez donc un compte pour trader les actions chez FXM. Tout ça, ce ne sont que des projets, mais nous nous appuierons sur ces sondages. Alors, bienvenue, je pense que tout fonctionne normalement. Je vous ai laissé l'avertissement sur les risques. Vous avez donc pu en prendre connaissance, c'est important. Le plan de ce point de marché, tout d'abord un bref rappel des éléments fondamentaux qui impactent les marchés financiers depuis hier, notamment l'environnement statistique aux États-Unis. Deuxième partie, les statistiques à suivre aujourd'hui, elles sont nombreuses. Troisième partie, je reviendrai de manière générale sur l'analyse technique des indices devises. Alors, les indices devises, vous pouvez les ajouter à votre plateforme et vous verrez que certains indices devises, eh bien, si vous aviez pratiqué l'analyse technique sur ces indices tout au long du mois de juin, il y avait un certain nombre de choses intéressantes à voir venir, en tout cas qu'il faut avoir en tête. Quatrième partie, je reprendrai les indices boursiers de la zone euro en utilisant les chandeliers japonais journaliers pour constater que aujourd'hui nous avons une légère phase de consolidation, mais j'estime qu'elle est propice pour chercher des niveaux de support et pour se positionner à l'achat pour viser cet été les sommets annuels des marchés actions de la zone euro. Cinquième partie, je reviendrai sur l'analyse technique en intraday des paires majeures, donc en utilisant les bougies japonaises en données 4 heures sur l'euro-dollar, le GBP-USD, la UD-USD, le NZD-USD, la UD-USD. Et enfin, cinquième partie, le pétrole et l'once d'or. Qu'en pensez? Eh bien, ce sera l'objet de cette cinquième partie. Alors, sous vos yeux, vous avez une capture d'écran de l'agenda statistique aujourd'hui important à suivre. Nous sommes le mercredi 24 juin. Ce que vous avez sous les yeux, c'est tout simplement une capture d'écran du calendrier économique sur dailyfx.fr. Je vous montre une astuce parce que vous avez peut-être pas noté, ce sont des évolutions, ou en tout cas des choses qui sont à savoir sur ce calendrier. Lorsque vous arrivez sur le calendrier économique et que vous voulez avoir une vue instantanée de ce qui est à suivre aujourd'hui, vous avez ici une petite barre horizontale qui vous permet de zoomer sur les statistiques du 24 juin et généralement vous vous intéressez essentiellement aux chiffres soit britanniques, japonais, US ou européens. Alors là simplement je zoome pour l'Europe et les États-Unis et j'obtiens donc toutes ces statistiques à suivre. Aujourd'hui voici ma sélection. Tout d'abord l'enquête IFO, donc elle est déjà connue, elle est tombée à 10 h ce matin, c'est donc désormais du passé. À partir de 13 h, nouvelle réunion, alors ça me fait sourire, réunion d'urgence de l'Eurogroupe, mais c'est toujours des réunions d'urgence finalement. Donc nouvelle réunion de l'Eurogroupe à partir de 13 h. À 14 h 30, estimation finale du niveau de la croissance économique aux États-Unis au premier trimestre, avec a priori selon le consensus une troisième lecture qui serait moins négative que la seconde estimation. Alors on verra si cela se confirme, ça pourrait dans ce cas soutenir le dollar US. Et enfin, ce soir, la réunion donc de l'Eurozone, des ministres des Finances et des leaders grecs. Qu'est-ce qu'attend le marché? Eh bien, tout simplement... Alors... Donc ce soir c'est important, pourquoi? Parce que le marché attend ce soir une chose importante, tout simplement, le marché espère que ce soir sera signé entre la Grèce et ses créanciers un accord. Donc 13 h, mais ce qu'il y a de plus important à suivre, c'est la réunion des ministres des Finances qui commence ce soir à partir de 19 h, avec en vue donc la signature, enfin, il faut l'espérer, d'un accord définitif pour obtenir les 7,2 milliards d'euros dont a besoin la Grèce, entre donc la Grèce et ses créanciers. Alors les mesures qu'a soumis le gouvernement grec à ses créanciers, ce sont de nouvelles mesures d'austérité qui permettent
notamment à travers des hausses d'impôts, d'obtenir davantage de recettes budgétaires. En tout cas, il semble que cela soit pour les créanciers satisfaisant, en espérant bien sûr que cela ne tuera pas lors des prochains mois le niveau de la croissance économique de ce pays. La réponse ce soir, avec donc un accord et une signature attendue lors de l'Eurogroupe des ministres des Finances. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à suivre aujourd'hui. Il ne faut pas oublier non plus ce qui a impacté hier les marchés financiers avant d'en venir à l'analyse technique des principaux indices de devises sur le marché des changes. L'environnement statistique américain qui est globalement solide au mois de mai se confirme globalement plus ou moins hier. Alors l'ensemble était assez inégal, mais hier il y avait un certain nombre de choses. Les commandes de biens durables, l'indice Markit, les ventes de logements neufs, l'immobilier US en mai il est solide. En début de semaine, les chiffres dans l'ancien ont battu le consensus. Hier, les chiffres dans le neuf, dans l'immobilier résidentiel neuf, sont à un plus haut de 7 ans. L'indice Markit des directeurs d'achat, par contre, il a globalement déçu le marché. Les commandes de biens durables étaient légèrement, juste légèrement inférieures aux attentes. Ce qui n'empêche pas toujours le marché de se projeter sur une hausse des taux par la Fed, soit dès le mois de septembre, soit en tout cas d'ici la fin de l'année avec une probabilité. On est toujours autour c'est du 50-50 globalement, c'est toujours du 50-50 pour ce scénario, donc d'ici la fin de l'année. Alors moi je vous retrouverai cet après-midi à 14h15 pour cette statistique US qui est importante. Dernière estimation du niveau de la croissance économique au premier trimestre. À noter en Asie le Nikkei qui atteint un plus haut de 18 ans après 4 séances consécutives de hausse. Et enfin, n'oublions pas qu'est-ce qui porte les marchés actions de la zone euro au-delà de la Grèce, c'est surtout les très bonnes surprises du côté des PMI flash du mois de juin au sein de la zone euro, avec une lecture qui est globalement supérieure aux attentes grâce à la France, à noter, c'est rare, et l'Allemagne, avec donc un indice composite PMI pour la zone euro qui est sur un très haut niveau, en tout cas nettement au-dessus du consensus. Donc nous sommes toujours dans ce thème fondamental des nouvelles anticipations, en tout cas des anticipations d'accélération du niveau de la croissance économique au sein de la zone euro. Et c'est probablement cet élément-là qui porte les marchés actions, avec bien sûr la résolution du dossier grec. Mais je pense que ça c'est probablement à court terme. Mais qu'à la base, nous nous appuyons sur cette nouvelle perspective macroéconomique pour se positionner long sur les actions de la zone euro. Voilà donc pour cette première partie introductive, elle a duré 8 minutes, j'espère que vous n'êtes pas tous partis. Deuxième partie, les indices devises. Alors j'ai rapidement quelques éléments à vous montrer, puis ne vous inquiétez pas, on en viendra au graphique intraday, des taux de change majeurs et des indices boursiers, notamment du DAX, du pétrole et de l'once d'or aussi, je ne l'oublierai pas. Sous vos yeux, l'euro en tant qu'indice devise, l'euro index. Nous avons insisté au début du mois de juin sur le fait que l'euro en tant qu'indice devise se situait sous résistance, et il est resté sous résistance. Il s'est même d'ailleurs replié depuis le début du mois de juin, sans pour autant donner un signal de baisse en direction de ses plus bas annuels, mais je pense qu'on a rejeté sous un niveau de résistance important, en tout cas on ne l'a pas dépassé. Ce qui s'est traduit sur le taux de change euro-dollar par le maintien sous une résistance très importante à 1,1460 $. Les perspectives, lors des prochaines semaines, c'est d'aller au moins chercher cette ligne de tendance, donc c'est de se replier davantage. Mais au final, si je fais le panorama de toutes les monnaies en juin, eh bien il y en a une qui m'a marqué, une devise qui sort du lot, du point de vue de l'analyse technique de son indice devise, c'est la livre sterling. Alors le dollar US est généralement reconnu pour être la devise la plus forte du FX, mais en juin, lorsqu'on pratique l'analyse technique, une seule devise réalise des nouveaux sommets annuels, lorsqu'on l'oppose à un panier de devises, c'est la livre sterling. La livre sterling m'intéresse, vous avez sous les yeux les chandeliers hebdomadaires du pound sterling index, donc de la livre sterling, face au franc, à l'euro, au yen et au dollar US. Ce GBP index, c'est tout simplement GBP USD plus Euro GBP plus GBP Yen plus GBP CHF. Voilà, donc c'est un indice pondéré. Je note notamment la très belle première quinzaine du mois de juin. Alors là, on n'est pas forcément sur support. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut maintenant acheter la livre sterling. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il va falloir chercher à l'acheter lorsqu'elle sera au contact d'un niveau de support.
Moi, ce qui m'intéresse sur cette livre sterling, c'est que finalement, on a pris le temps en plusieurs mois de construire une phase latérale. D'ailleurs, le dollar US est actuellement dans cette phase latérale. Et puis la livre sterling aura finalement réussi à en sortir par le haut ici, lors de la première quinzaine du mois de juin. Et je pense que la livre sterling peut aller plus haut d'ici la fin de l'année. En tout cas ici, selon l'analyse technique. Du point de vue des fondamentaux, avec la Réserve fédérale, la Banque d'Angleterre fait de toute façon partie des deux banques centrales occidentales pour lesquelles le marché envisage un resserrement monétaire effectif sur les taux d'intérêt. Que cela se passe ou pas, peu importe, ce sont les deux seules banques centrales occidentales pour lesquelles on y pense. Les autres, on n'y pense pas. Alors peut-être que cela n'arrivera jamais, mais peu importe, le marché évolue toujours en fonction de ses projections, de ses anticipations. Et donc, je pense que la livre sterling peut avoir une belle fin d'année devant elle. Par contre, en termes de timing, l'idée c'est d'utiliser l'indice de devise et d'exploiter ce qui pourrait être un mouvement de retour sur tout simplement les précédents sommets de l'année 2014. Donc moi je retiens ça. La livre sterling est probablement au mois de juin la monnaie qui donne un signal de fond. L'euro lui reste sous résistance. Le yen, vous l'avez ici représenté face à un panier de devises à nouveau. Alors le yen, il approche de ses plus bas de 1998 et de ses plus bas de 2007. Il n'a pas pourtant réalisé encore un mois qui serait le point de départ d'un rebond, mais il approche de ses plus bas. Va-t-il aller précisément les chercher? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est à noter. Alors voilà, donc moi ce sont des éléments que j'avais envie de vous montrer. La livre sterling, il faut s'y intéresser, mais notamment face aux devises les plus faibles naturellement. Donc le franc, le GBP yen, vous l'avez constaté, c'est aussi une belle dynamique positive. L'euro GBP qui est tout de même retombé sur ses plus bas, qui se stabilise, peut-il les briser? On n'a pas donné le signal encore. Et le GBP USD qui s'est bien repris, mais qui par contre sous les 1,59 $ qui temporise, qui baisse même, après avoir retracé 50% de toute cette phase de baisse depuis l'été dernier. Donc voilà, ce sont les indices de devises qui me semblaient intéressants à montrer. Je vais donc continuer sur maintenant la quatrième partie de ce webinaire. On va étudier les indices boursiers européens en chandelier journalier. Je vais vous rappeler pourquoi moi je m'y intéresse fortement à la hausse, pourquoi j'estime que on a consolidé en mai, on a consolidé la première quinzaine du mois de juin. Ce sont des éléments dont on vous a déjà parlé. Une correction qui a eu une dimension technique très bien construite. Je pourrais utiliser l'Eurostock 50, le DAX ou le CAC, peu importe, c'est la même chose. On va utiliser le DAX et ce que je vais dire pour le DAX sera valable pour tous les autres indices boursiers. La correction sur les marchés actions de la zone euro, elle n'a pas été violente. Elle a été très bien construite. Elle s'est faite en 3 temps. Elle a simplement retracé la grande avancée du marché du premier trimestre. Elle s'est interrompue sur des proportions de marché très classiques, des ratios de retracement classiques, des ratios d'extension classiques. Elle s'est terminée à la faveur d'une figure chartiste d'inversion de tendance, un double creux. Ce double creux chartiste sur les prix a été confirmé par une divergence haussière de momentum très standard ici sur l'indicateur technique RSI en données journalières. Il y a sur l'analyse chartiste de l'indicateur technique RSI des précachures qui me laissent envisager la cachure du DAX par le haut de ce canal, ce qu'a déjà fait l'Eurostoxx 50. Alors on temporise à très court terme, mais regardez, ce n'est rien. Depuis le 18 juin, on a pris 700 points, et là on temporise de quoi? De 50 points. C'est pas grand chose. Est-ce qu'on peut effectuer un pullback sur 11 300? J'en sais rien, j'en sais absolument rien, mais si cela arrive, ce serait un parfait niveau d'entrée pour viser 11 850 et les 12 000 points ici sur le DAX. Alors pour savoir si on peut revenir chercher des niveaux de support et par exemple les 11 450, là il faut utiliser l'analyse technique, mais intraday cette fois-ci, c'est ce que je vais vous proposer dans un second temps. Regardez l'Eurostoxx 50, regardez le CAC, le MIB, l'IBEX. On a des signaux techniques swing, donc là je me projette sur les mouvements de l'été, qui permettent d'envisager que ces marchés tentent de revenir au contact de leur sommet annuel.
Après, est-ce qu'on ira au-delà? Il faudra donner le signal pour se le savoir. Mais je pense que c'est en tout cas une cible importante que l'on peut envisager. Voici donc pour le CAC, le DAX en données journalières. Le CAC, c'est rigoureusement la même construction. Les arguments techniques sont les mêmes. Ils sont de l'ordre des proportions de marché. Ils sont de l'ordre du chartisme. Et enfin, ils sont de l'ordre de l'analyse technique pour sa dimension momentum. Je pense aussi que le CAC est à acheter sur support. Alors reste à savoir quel est le bon support. J'ai envie de dire tout ce qui est entre 4975 et 5000 points. Mais mon sentiment, c'est que nous irons chercher soit cette semaine, soit lors des 2 prochaines semaines, au moins les 5100 points, et probablement les 5200. Donc le plus haut ici du mois de mai 2015. Là, ce que je vous résume, c'est le cadre. On affinera ensuite en intraday. Alors, il n'y a pas que les marchés actions de la zone euro qui sont dans des meilleures conditions d'analyse technique. Le Wall Street, vous l'avez noté, on peut toujours envisager de revenir au contact des sommets historiques. Il y a aussi la Bourse de Londres. Bourse de Londres qui, alors, c'est pas non plus aussi intéressant sur le plan technique que les marchés actions de la zone euro, mais je pense aussi que la Bourse de Londres peut progresser davantage et revenir sur ces récents sommets historiques. Alors petit à petit, c'est pas forcément aussi transcendantal, mais je dirais que là, aujourd'hui, si on fait une belle clôture, on pourrait aussi déborder une résistance à 6837 points, et pourquoi pas réenvisager sur le marché action de Londres de revenir chercher cette oblique qui attrape tous les sommets de marché ici du mois d'avril, et donc pourquoi pas de revenir chercher les 7000 points. Après, il est vrai que la force retrouvée de la livre sterling peut créer de la sous-performance pour ce marché vis-à-vis des actions de la zone euro, et peu importe, lui aussi a probablement une capacité de se reprendre lors des prochaines semaines. Les marchés actions US, j'en parlerai cet après-midi. Je pense que sur le court terme, on se stabilise à plat, mais que nous sommes toujours sous l'influence graphique d'un double bottom ici sur le SP500 à 2070 points, ici sur le Dow Jones à 17 670 points, ou encore sur le Nasdaq 100 à 4400 points. Le Nasdaq 100 n'a pas encore réalisé de nouveaux sommets annuels. En est-il capable? La réponse bientôt. Pour cela, il faudrait briser les 4562. Cela peut intervenir cette semaine. On verra bien. Alors, voilà donc pour les graphiques en données journalières. Maintenant, je vais passer en données 4 heures pour la 5e partie de ce webinaire. Et ensuite, je vous parlerai des pétroles et de l'once d'or et du Bund aussi. On va pas oublier le Bund. On va pas oublier le Bund. Alors, je suis pas certain que le son fonctionne parce que globalement c'est ce que vous me dites, mais peu importe, le webinaire là est enregistré, donc vous aurez la possibilité de l'écouter tout à l'heure sur notre chaîne YouTube. Alors, les graphiques intraday, probablement ce qui vous intéresse le plus en ce qui concerne l'action des prix. Le DAX, on va commencer par le DAX, ensuite on fera les paires majeures. Alors le DAX, vous retrouvez donc ici sur un zoom avec les bougies H4, 4 heures, un chandelier japonais, 4 heures de cotation. Le fameux canal qui bloque l'avancée des cours depuis quelques heures, mais je pense que ce canal, le marché en sortira par le haut. Quand? Ça, le timing, à un moment ou à un autre, il y a des limites. Disons cette semaine. Et pourquoi pas demain, avec un gap haussier, si ce soir un accord est signé entre la Grèce et ses créanciers. Quels sont les supports à suivre sur le DAX? En données journalières, en utilisant les cours de clôture, c'est 11 315. En H4, en utilisant les niveaux horizontaux, ce serait 11 450. C'est la zone qui m'intéresse. Entre 11 315 et 11 450, une zone swing pour envisager le débordement des sommets d'hier et revenir au moins chercher les 11 900 points. Ça, c'est le scénario qui m'intéresse et des niveaux de support à identifier à l'avance pour les prochaines semaines, les prochaines séances même. Sur le DAX, l'Eurostoxx 50, c'est la même chose. J'apprécie ce que fait le CAC à court terme. Il fait un espèce de micro-flat
des micro-chandeliers après les puissants chandeliers haussiers depuis le début de la semaine, on fait des toupies. On a eu des grands corps intraday en H4, un Marabozu H4 d'ailleurs ici à l'ouverture de la session européenne lundi. C'est le facteur technique dominant. Premier support horizontal 5020, zone entre 4975 et 5020, un micro flat ici à très court terme. L'idée c'est aussi de chercher à identifier les bons niveaux de support pour viser 5100 et 5200 points lors des prochaines séances sur la bourse de Paris. Les paires majeures, qu'en est-il? Eh bien, il en est ce qu'il en est. Le taux de change euro-dollar, vous l'avez compris, le dollar US qui n'a pas cassé de support majeur, qui a même préservé un support important, l'euro qui est resté sous une résistance importante. Cela s'est traduit sur le taux de change euro-dollar par un double top sous les 1,1450. Le double top a produit ses effets, puisque l'objectif théorique a été atteint à 1,1147 $. Donc désormais on se stabilise, il y a même eu un rebond technique. L'idée c'est quoi? On est sorti par le bas d'un wedge. Je pense qu'au fond il faut chercher à exploiter peut-être ce qui pourrait être actuellement un pullback. Quels seraient les niveaux de short? Je sais pas, 1,1250, 1,1280. Éventuellement 1,1290. On la zone quoi. Ce serait ce qui m'intéresserait moi pour une vente swing de l'euro-dollar et pour viser les 1,1050. Donc voilà. Entre 1,1250 et 1,1290, sans vous donner précisément le point qui pourrait faire office de résistance, c'est la zone qui m'intéresse, entre 1,1250 et 1,1290. Ce matin c'était l'euro, ce sera encore l'euro avec le dossier grec, mais ce sera surtout le dollar US. Alors c'est pourquoi il faut avoir effectué l'analyse technique des indices dollars. Le dollar US, il s'est stabilisé très rapidement après la Fed. En gros, il n'a pas cassé de support majeur après la Fed. Pourquoi? Parce qu'au fond, fondamentalement, ça n'a pas changé grand-chose. Le marché envisage toujours une action de la Fed sur ses taux cette année. Alors que cela arrive ou pas, on continue de l'envisager. Ce qui finalement fait que le dollar US ne casse pas de support. D'autre part, on peut tout de même considérer que les statistiques US du mois de mai, et encore celles publiées cette semaine, notamment dans le secteur immobilier, elles sont globalement positives. Le dollar US se reprend depuis le 18 juin, c'est pas non plus la folie furieuse. En étant parfaitement honnête, le dollar US, il est dans un range depuis plusieurs mois. Je vous ai montré la livre sterling en tant qu'indice de devise. Au mois de juin, elle a réalisé de nouveaux sommets annuels. La livre sterling a donné des signaux techniques qui lui donnent du potentiel pour la fin de l'année, mais ce n'est pas le cas sur le dollar US, c'est un fait. Il aurait fallu briser les sommets du mois d'avril pour donner un tel signal. C'est pourquoi, au fond, de manière d'ailleurs assez surprenante, on sent que le marché revient en force finalement sur ce que serait amené à faire la Banque d'Angleterre. Du point de vue de l'analyse technique du dollar US, c'est une dérive latérale, c'est un vaste range, mais un range qui finalement s'inscrit après une forte avancée. Donc de manière générale, ce type de phase, en termes de probabilité, l'idée c'est qu'on puisse un jour en sortir par le haut. En tout cas, c'est d'attendre le signal. Tant qu'on est dans le range et qu'on tient la partie basse, et je délimiterai la partie basse ici, entre 11 630 et 11 730, notamment les 11 730, tant qu'on tient ce niveau, l'idée c'est que ça peut monter. À très court terme, on teste un petit support ici sur le Dow Jones FXM Dollar Index à 11 829 points. Alors, autant vous dire que cet après-midi, en troisième et finale estimation de niveau de la croissance économique aux États-Unis au premier trimestre, le marché envisage un taux de croissance négatif de 0,2%. C'est mieux qu'en seconde estimation. Je vous rappelle que la Réserve fédérale, dans ses projections, a déjà intégré ce premier trimestre en abaissant ses prévisions pour l'année 2015. On verra bien la nature de cette troisième estimation. C'est le chiffre majeur du jour, plus que le dossier grec probablement, ou au moins d'égale importance. Si le dollar US tient ses premiers supports et relance,
pourrions à ce moment-là envisager que le taux de change euro-dollar trouve rapidement une résistance dans cette zone-là pour reprendre finalement sa phase de baisse en place depuis la fin de semaine dernière. Et notamment depuis le début de la semaine, avec un double top ici sous les 1,1450. Bon, les autres paires majeures, pas grand chose à dire finalement sur l'USD Yen, hormis le fait que nous sommes dans un range au-dessus des 122,50. Je dois tout de même admettre qu'en données 4 heures, on a fait une reprise intéressante sur 122,50, on a dépassé cette ligne de tendance, on fait un petit range maintenant. Il est vrai qu'on pourrait finalement, avec un dollar US qui serait recherché cet après-midi, tenter de dépasser les 124. Si c'était le cas, on ira à 125. Mais globalement, entre 122,50 et 125, on va dire que c'est un range. Alors on peut par contre faire des allers-retours à l'intérieur. Donc aller chercher 125, c'est de l'ordre du possible si on dépasse les 124. Le taux de change AUD-USD, il n'y a pas grand chose à en dire depuis le début du mois de juin, car c'est un rectangle graphique entre 0,76 et 0,7820. Et honnêtement, ces phases de range, en termes de stratégie de trading, à moins d'intervenir au contact des bornes extrêmes, c'est pas évident à exploiter. Le câble, le GBP-USD. Double top à 1,5930, 50% de retracement de toute la baisse depuis l'été dernier. Il y avait une petite div H4, on a respiré. Ok. Mais la livre sterling, je pense, en juin, a donné des signaux qui peuvent l'amener plus haut à moyen terme. Par contre, on n'est plus réellement sur support. Alors, utilisez l'indice devise. Vous pouvez ajouter sur la plateforme la livre sterling index. Vous devez savoir comment le faire. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans le forum, dans la section des indicateurs personnalisés. C'est expliqué noir sur blanc. Vous devez le faire. Parce que si la livre sterling revient tester par exemple ses précédents sommets d'année 2014, il y a une probabilité importante qu'elle soit achetée dans un premier temps. Le GBP USD consolide après une avancée qui est quand même majeure depuis le milieu du mois d'avril et qui a été conséquente face au dollar US tout au long du mois de juin, avec un mouvement de près de 800 pips, ce n'est pas rien. Je pense qu'il faut patienter à court terme sur la livre sterling, la laisser respirer. 1,5930, comme je vous l'ai rappelé, c'est une proportion de marché à suivre. C'est 50%, vous voyez, de toute la baisse depuis l'été 2014. On temporise sous ce niveau. Il y avait des divs intraday. Je ne suis pas certain dans l'immédiat qu'on soit sur un niveau de support. Donc je serai patient. Je ne me précipiterai pas. Ce qui serait positif, ce serait bien sûr de redéborder les 1,5814. Mais soyez patient. La livre sterling m'intéresse sur support. Mais à court terme, elle ne l'est plus. Donc voilà, il y a aussi bien sûr le côté, le timing. Une autre façon aussi de montrer que la livre sterling à court terme n'est plus sur support, c'est l'euro GBP. Lorsque la livre sterling était sur support, l'euro GBP a fait un double top sous les 0,7390. C'était de l'analyse technique pure, standard, double top, cassure de la ligne de coup et baisse de 200 pips. Il n'y avait pas à se casser la tête sur l'euro GBP. Lorsqu'on a brisé la ligne de coup le 11 juin, il y a eu ensuite 4 séances avec un pullback pour shorter. Et viser la ligne de tendance ici à 0,70. Donc l'euro GBP se stabilise, il est sur support. Mais je me méfie. Il est sur support, on peut le tenir dans un premier temps. Mais il est vrai que lorsque je regarde les conséquences techniques de l'analyse sur la livre sterling index, je suis en train de me dire, est-ce que finalement, d'ici la fin de l'année, l'euro GBP ne pourrait pas tomber sous les 0,70? Pas forcément tout de suite, mais au final, l'euro GBP, ça fait plusieurs mois qu'il fait un range latéral, dans une tendance qui est globalement baissière. On pourrait à terme en sortir par le bas, à la faveur d'une force du GBP et d'un euro qui globalement resterait sous pression, pour toutes les raisons que l'on connaît, notamment le fait que la Banque Centrale Européenne, d'ici septembre 2016, devrait rester fermement accommodante. Certes, la conjoncture économique se redresse au sein de la zone euro, les perspectives s'améliorent, mais c'est le tout début. C'est le tout début. Donc, voilà.
l'euro reste globalement une monnaie faible sur le FX. La livre sterling, une monnaie forte, et c'est ce qu'a montré son analyse technique en juin. Donc l'euro GBP teste ce support, on se stabilise dessus, peut-être qu'on va rebondir, on peut rester longtemps dans ce range, donc il ne faut plus le shorter. Si vous avez shorté l'euro GBP, il faut mieux prendre des bénéfices. Mais voilà, n'oubliez pas qu'on est dans un vaste range dont à terme on pourrait peut-être sortir par le bas. Alors, le NZD USD, bon, bah, c'est l'histoire d'un taux de change qui ne cesse de baisser depuis le mois d'avril dernier. Un beau canal de baisse. Voilà, on évolue toujours, on est plutôt dans la partie basse du canal. Éventuellement, on peut se reprendre. J'aurais tendance là aussi à chercher les toutes premières résistances. Elles ne sont pas forcément au contact du niveau actuel des cours. Moi, je vais vous proposer cette ligne de tendance là, qui me paraît intéressante à attraper. Et j'estime que voilà, un NZD USD qui remonterait vers 0,6980, ce serait une résistance. Bon, j'éviterai de le shorter à court terme, quoique on teste une toute petite résistance là, 0,69, pourquoi pas. Mais bon, je préfère exploiter ce vaste canal et attendre au moins qu'on vienne chercher la partie haute. L'USD CAD, le dollar canadien, est en forme ce matin. Pourquoi le dollar canadien est en forme? Le prix du pétrole est en forme, mais c'est pas non plus transcendantal. Le contrat US Oil est dans un range depuis le début du mois de mai, mais il a tendance à coller la partie haute du range. Et même le sentiment qu'on est sorti par le haut d'un espèce de petit triangle en H4. Donc le pétrole peut au moins, je pense, remonter en direction de ses récents sommets. Est-ce qu'il va les déborder? Ça, c'est une autre affaire, hein, on peut rester dans un range. Mais disons que le pétrole devrait au moins remonter à 62. 62 dollars sur le WTI. C'est vraiment un objectif de court terme. D'un point de vue de l'analyse technique de l'USD CAD, ce qui compte, le seul niveau à retenir, c'est 1,2370. C'était la ligne de coup d'un double top sous les 1,2560. Et pour le moment, le marché temporise en dessous. On a ici en données 4 heures, hier après-midi, ce chandelier qui montrait un rejet sous la résistance à 1,2370 et sous la moyenne mobile simple à 20 séances. Mais à moyen terme, je serai globalement neutre sur l'USD CAD, maintenant entre 1,2170 et 1,2370. Donc voilà, dans ce range. Et pour le moment, on a plutôt rejeté dans la partie basse du range. La seule chose qui serait positive pour l'USD CAD, ce serait de dépasser les sommets d'hier. Ça peut venir d'un dollar US. Recherché, par exemple, cet après-midi. Ou pas. Enfin, on verra bien, quoi. Alors, écoutez, je pense que j'ai oublié aucune paire de devises majeure. Alors, étant donné que je vous ai quand même bien parlé de ce que m'indiquait l'analyse technique de la livre sterling en tant qu'indice devise, je vous dois un passage en revue des paires en livre sterling autres que le câble et l'euro GBP. L'idée, c'est quoi? C'est que la livre sterling, il faut s'y intéresser pour les 6 prochains mois face aux devises soit neutres, soit faibles. Le yen. Le yen, pour moi, lors des prochains mois, sera soit neutre, stable parce qu'il approche de ses plus bas de 98 et 2007, soit faible. Donc, le GBP yen, naturellement, belle tendance haussière, il n'y a pas de doute. On peut probablement, avant la fin de l'année, aller chercher les 200 yens. Donc à peu près, peut-être 500 pips. À court terme, il faut se méfier, il faut se détendre un peu. On a une ligne de tendance en place depuis le mi-avril. Elle est un peu loin du niveau actuel des cours. On fait un range au-dessus des 194. 194, c'est un premier support, ça peut se payer. Si par contre on déborde les 196, on filera probablement à 200. Mais on n'est plus là sur support. On était sur un support hier, un petit support. Mais j'aurais tendance à attendre une dérive latérale jusqu'à ce qu'on rejoigne cette ligne de tendance. Donc la livre sterling m'intéresse face aux devises soit neutres, soit faibles, ou des monnaies qui sont depuis quelques semaines sous pression, à cause par exemple d'un cycle monétaire qui, de manière surprenante ou inattendue par le marché, aurait été modifié. Alors on vous a beaucoup parlé du GBP-NZD, là ça a quand même pris 4000 pips en quelques semaines, donc on va respirer. Le GBP-CAD, lui aussi a bien progressé, il est revenu au contact de ses sommets annuels. Le GBP-AUD est dans un range qui m'intéresse aussi.
Euh, Voici ce que fait le GBP AUD. Ce qui finalement a permis une accélération sur le GBP AUD, c'est le débordement des sommets de février 2015, le débordement des 2 dollars australiens. C'était donc un signal d'achat en tendance. Ensuite, on accélère. Notez qu'à court terme, le GBP AUD construit une sorte de triangle, un petit range en H4. L'idée, c'est que comme la tendance de fond, elle est plutôt haussière, c'est que finalement, ce marché parvienne peut-être à en sortir par le haut. On verra bien. Et en tout cas, voilà, on a ici un niveau de support horizontal à 2,0250, potentiellement à exploiter. Je vais juste jeter un œil. Par contre, on n'est pas sur support, on peut là aussi temporiser. Bon, pour la livre sterling, euh, l'idée c'est quoi? Prenez la livre sterling index. Si vous voyez que l'indice devise est sur support, à ce moment-là, jetez un œil à toutes les paires de devises opposant le sterling aux devises faibles ou neutres. Donc, vous chargez sur votre plateforme la livre sterling index et vous attendez qu'elle revienne tester ses précédents sommets annuels. Et à ce moment-là, envisagez quelque chose d'intéressant. L'once d'or. L'once d'or, je vous ai proposé avant-hier ou hier, je ne sais plus, un article mettant en avant le fait que sous les 1204 $, il y avait un risque de baisser. On revient sur ce niveau-là, 1175. C'est un niveau de support. Attention, ça peut potentiellement casser. Si c'est le cas, on ira plus bas. Hein. Donc, ça dépendra du dollar US sur le XAU-USD, vous l'avez bien noté. L'once d'or teste un support au moment où je vous parle. On peut rester au-dessus du support, on peut rester dans un range, ou on peut le briser. Ça dépendra du dollar US. Ce qui est certain, c'est que si l'once d'or finit par briser les 1175, il serait à ce moment-là fortement en risque. Alors j'observe un début de repli là assez fort sur le taux de change euro-dollar, intéressant. Et sur le DAX, alors il y a probablement une annonce, hein, parce qu'il est 11h37 comme dit Adrian. On a un repli assez marqué en intraday sur les marchés actions de la zone euro. Alors le news flow qui concerne la Grèce, attention, mouvement volatile. Alors a priori, quelle est l'information? Tsipras, donc voilà. On a une information sur le dossier grec, il y a de la volatilité. Ça va durer tout au long de la séance, hein, puisqu'à 13h on attend l'Eurogroupe et à, à 19h ce soir la réunion des ministres des Finances. Rejet donc sur le DAX, le CAC et l'Eurostoxx 50. On revient tester des niveaux d'accélération de la séance du 22 juin. C'est donc très important. Le DAX revient dans cette zone de support 11 315. On sera vite fixé. Est-ce que le marché va se montrer prudent ou est-ce que le marché va acheter les premiers supports? À voir. Il y a de la vol, mais ça, de la vol, forcément, tant que le dossier grec ne sera pas résolu, eh bien, il y en aura. Donc on constate une vol intraday assez marquée ici sur le DAX, le CAC, l'Eurostoxx 50. De toute façon, d'ici ce soir, il va y en avoir. Dans un premier temps, on constate que dans cette zone, il y a assez rapidement un attrait qui se fait ici, plutôt long, à proximité donc des 11 350 points, avec un marché qui reprend déjà donc 70 points. C'est tout simplement volatile. Alors, l'argent métal. Ok, donc a priori, l'information, donc le Premier ministre grec dit que pour le moment, les créanciers n'ont pas accepté les propositions de la Grèce. Les choses vont se jouer encore tout au long de la journée. Les propositions grecques, elles étaient pourtant déjà très restrictives, avec des hausses d'impôts, notamment une hausse de la TVA, une diminution des retraites, bref, de quoi augmenter les recettes budgétaires de la Grèce. Mais il semble qu'a priori ce ne soit encore, au moment que je vous parle, pas jugé suffisant par les créanciers. D'où la multitude de réunions attendues aujourd'hui à 13h et à 19h. Mais encore une fois, l'accord n'est pas signé. Bon, il y a quand même une volatilité qui est globalement contenue hein, sur les marchés actions de la zone euro. Elle n'est pas non plus dévastatrice. Hein. Par rapport à toute l'avancée du marché depuis le 18 juin, vous voyez qu'on revient tester cette zone de support ici sur le DAX. Lorsque je prends le CAC 40, de la même façon, moi je considère que la zone de support swing c'est 4975, 5000. Bon, dans un premier temps, on constate qu'elle est achetée hein, par le marché.
Alors, il est 11h40. Il est 11h40. Je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Il y a une question sur le MIB. Alors, qu'est-ce que je pense du MIB? Alors, la question sur le MIB, c'est pas bien compliqué. Sur le MIB, il y a quelque chose ici, moi, qui m'intéresse. C'est ça. Voilà. Le MIB est fortement remonté. Le MIB est allé chercher cette résistance ici. Donc, le MIB a fait une belle avancée depuis les 22 288, avec un double creux ici sur les 22 000 points. Le MIB a atteint un objectif, il faut se détendre. Voilà, c'est ce que je pense. On reste pour le moment dans ce range. Je vois cette chose-là en fait, moi sur le MIB. Donc à terme, ça fait un peu flag avant potentiellement de tenter d'en sortir par le haut. Et pour l'instant, on a fait voilà, des allers-retours dans ce canal. Alors le Bund. Alors, le Bund rebond sur un support à 149,95. Je ne suis pas surpris de ce que fait le contrat de taux Bund. Pourquoi? Le fait que il y a encore de l'actualité, le fait notamment que la Grèce, que les créanciers n'aient pas accepté le dossier grec, fait que finalement le contrat de taux allemand attire à nouveau les capitaux. C'est-à-dire que hier on avait assisté à quoi? Un déplacement des capitaux des contrats de taux du Sud vers le contrat, du contrat allemand vers les contrats du Sud. Dès lors que le dossier grec n'est pas résolu, c'est au contraire le Bund qui est lui recherché. D'un point de vue de l'analyse technique, c'est un marché qui tenait hier un niveau de support à 149,95, 155. De manière générale, nous estimons que le contrat Bund a établi ici un creux important. On tient ce petit support. L'idée c'est quoi? C'est au moins de revenir chercher ici les 159,50. Alors voilà donc ce que je pouvais vous dire moi sur ces marchés financiers. Il y a de la volatilité, je vous mets ici le DAX en intraday. On revient je pense tester une zone qui est importante lorsque je vous remets ici le DAX en données journalières. Le niveau des 11 315 points. Globalement la ligne de coup d'un double creux chartiste qui a été validé avec la belle séance du 22 juin. C'est techniquement majeur. Je dirais que désormais la zone de compression se situe entre 11 315 et la partie haute de ce canal de baisse. Le marché doit sortir de cette compression. Le dossier grec trouve une résolution cette semaine. Fort à parier que nous pourrons en sortir par le haut. Par contre, clairement, si les créanciers refusent cette semaine tout crédit, et notamment l'enveloppe des 7 milliards à la Grèce, il y a fort à parier que la volatilité reste ou redevienne à nouveau élevée sur les marchés actions de la zone euro. Le dossier grec n'est pas résolu. Prochaine émission ici même à 13h, d'ailleurs c'est à 13h que va démarrer la réunion, une réunion importante qui va réunir des personnes influentes qui concernent le dossier grec, mais surtout ce soir, probablement l'événement le plus attendu, la réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe, et ça se jouera probablement ce soir. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été attentifs. J'espère que ce point de marché vous a plu. Prochaine émission à 13h, le 13h des Day Traders avec Sylvain Logadanin. Merci. Et donc, quant à moi, 14h15 pour le PIB US, la statistique majeure à suivre tout à l'heure ici même. Merci beaucoup.